qui disent que je suis un opportuniste, ils ont la mémoire courte. Parce que bien que j'étais le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai quand même montré ma différence avec M. Ouattara, parce qu'à partir de 2012, j'ai commencé à parler de réconciliation et de pardon en Côte d'Ivoire. Le premier pardon que j'ai demandé aux Ivoiriens, c'est le 8 mars 2012, quand je rendais ma démission de mon poste de Premier ministre. Cette déclaration existe encore. J'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens. Et une fois que j'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens, je suis allé à Dabou, à Gagnoua, chez Laurent Gbagbo, pour prêcher le pardon et la réconciliation. Donc, pour dire, ma séparation d'avec M. Ouattara date depuis 2015. Moi, après coup, je réalise que lui, dès qu'il a pris le pouvoir, avait à cœur de me dépouiller, de m'affaiblir. C'est pourquoi il m'a envoyé à l'Assemblée nationale en me donnant d'autres raisons. Et la raison fondamentale a été que Ouattara n'était pas inscrit dans la réconciliation lorsque je lui avais conseillé. Deuxièmement, j'ai constaté qu'il avait commencé à travailler à capturer le pouvoir d'État. Or, ça, je ne pouvais pas l'accepter. Nous ne nous sommes pas battus pour capturer le pouvoir d'État. Nous nous sommes battus pour la liberté et la démocratie. C'était ça l'objectif de notre combat, malheureusement qui n'a pas été atteint. Alors, on me demande si j'ai des regrets. Bien sûr que j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que le combat que nous avons mené, qui était d'aboutir à une situation, à une démocratie dans notre pays, à l'état de droit, au bien-être des Ivoiriens, on ne l'a pas atteint. Vous allez me dire, ah oui, mais M. Soro, c'est votre faute. Mais sachez que, à mon corps défendant, moi j'ai soutenu Ouattara. Qu'est-ce que vous pouvez contre une tromperie quand quelqu'un vous trompe? Mais je ne suis pas le seul trompé de toute façon en Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara aussi ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire si Bédié ne l'avait pas soutenu et voté. Vous voyez bien que Bédié a été trompé. Il a aussi trompé M. Mabry Touakeus. Il a trompé Daniel Kablan-Duncan. Il a trompé Vaudier. Il a trompé Bamba Moriféré. Il a trompé Anaki. Vous voyez que la liste est longue. Maintenant, qu'on décide de se focaliser sur Guillaume Soro seulement, moi je ne suis que le plus jeune de tous ceux qui se sont laissés tromper et rouler dans la farine par M. Ouattara. Il faut lui reconnaître quelque chose. Il a une expertise dans le charme. C'est un grand charmeur. Quand Ouattara vous parle avec sa voix fluette, vous lui donnez le bon Dieu. Et pour vous rendre compte après que ce monsieur vous a trompé. Alors on me demande ce que j'attends de la France. Vous savez, je pense que il revient au seul peuple de Côte d'Ivoire de décider de sa destinée. Il revient au seul peuple de Côte d'Ivoire de se choisir ses dirigeants. Donc, moi, évidemment, je suis en exil ici en France. Ce que je peux souhaiter, c'est que la France entende la voix du peuple de Côte d'Ivoire, que la France entende le langage de la démocratie. Et la France et l'Union européenne et la communauté internationale en somme. Je crois que j'ai répondu aux 3 premières questions. Je dois vous dire qu'il y a des problèmes de connexion, de sorte que je n'ai pas entendu les questions de la deuxième journaliste. Je suis désolé, je n'ai pas entendu les questions de la deuxième journaliste. Nous avons bien sûr noté ces questions pour vous, Monsieur Soro. Alors, ce sont les questions de Sylvie Zongo, la première. Avez-vous quelques regrets? Elle parlait de ce soutien, plus ou moins affiché à Joseph Kabila, en parlant de vos visites à l'ancien président de la République démocratique du Congo. On sait ce qui lui est arrivé après avec des contestations populaires. Il n'a pas pu être candidat. Et notre consoeur Sylvie Zongo souhaitait savoir si aujourd'hui, peut-être, si vous comprenez en tout cas ce qui est arrivé après au président Kabila. Alors, là, je suis un peu confus parce que je n'ai jamais soutenu Kabila pour un 3e mandat. Je suis arrivé, je crois, c'était
en 2014 en RDC, à Kinshasa, pour la première fois de ma vie. Et le président Kabila, à l'époque, n'a pas daigné me recevoir. Donc, je ne l'ai pas vu et on n'a jamais discuté de la vie de la nation congolaise. Et j'étais contre, de toute façon, contre un troisième mandat pour M. Kabila. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Je suis contre les présidences à vie partout en Afrique. Ça, c'est clair. Je n'ai vu le président Kabila quand il n'était plus président. J'ai vu le président Kabila quand je suis allé aux obsèques du père de l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi. Son père, quand je suis allé pour les obsèques, j'ai rendu visite au président de la République actuelle, M. Félix Tshisekedi. Et après, je suis allé voir Kabila. Donc Kabila n'était plus président quand je l'ai vu. Quand il était président, j'étais à Kinshasa. Il ne m'a pas reçu, certainement, pour cause de calendrier extrêmement chargé. Bon, donc, je n'ai jamais fait de déclaration pour soutenir un quelconque troisième mandat de Kabila. C'est impossible pour moi. Je suis constant et cohérent dans mes engagements. Depuis l'université, j'ai été contre les partis uniques. Je me suis battu contre. Nous avons eu le multipartisme. Je fais partie de ceux qui souhaitaient l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Jamais je n'irai soutenir un autre mandat ailleurs. Alors, je pense qu'elle a parlé de Kabila ou bien de Blaise Compaoré. Je ne sais pas. Mais enfin, si c'est Kabila, voici la réponse que je donne. Plutôt. Et on va rapidement sortir avec elle, M. Soro, avec sa deuxième question. Elle voulait savoir si on peut vous faire confiance aujourd'hui. Elle parlait de votre parcours politique, des différentes alliances que vous avez souvent eu à nouer, et vous demandait si vous pensiez aujourd'hui être digne de confiance auprès des Ivoiriens. Écoutez, ce sera aux Ivoiriens de juger. Mais en réalité, quelle alliance ai-je nouée en Côte d'Ivoire, qu'on me le dise? J'étais secrétaire général de la FECI. La FECI était un syndicat. Donc, j'ai dirigé la FECI. Je côtoyais aussi bien le président Gbagbo, Bamba Borifere, Vaudier, paix à son âme, Zadi Zaourou. La première fois où je suis rentré dans un parti politique, que j'ai pris la carte d'un parti politique, c'est avec Alassane Ouattara dans le cadre du RDR. Mais ça n'a pas fait long feu. Donc, je suis parti. Alors, quand elle parle des alliances, elle veut dire, comme la rumeur publique l'a prétendu, vous étiez le fils de Laurent Gbagbo, ensuite maintenant vous avez été le fils de Alassane Ouattara, et aujourd'hui, voilà, où vous êtes. Ces histoires de fils et de père, il faut que ça cesse en Afrique. Ce paternalisme de mauvaise aloi, il faut que ça cesse. En politique, mon père est décédé. Il s'appelle Soro Sanga Clément, il est enterré à Ferké. Voilà. Donc ces histoires de père et père, il faut qu'on arrête. J'ai 48 ans révolus. Je vous signale qu'à cet âge-là, Gbagbo a été candidat à l'élection présidentielle à 45 ans. Je vous signale qu'à cet âge-là, le président Laurent Kabila avait, comment on appelle, c'est bien ça, non? Kabila avait déjà dirigé le Congo. Je vous signale qu'à cet âge-là, Barack Obama était président des États-Unis. Je ne suis pas un gamin. J'ai 48 ans révolus et j'ai des enfants, donc je suis père aussi. Maintenant, les situations changent. Et il faut changer avec les situations. Je dis bien, en 1995, en 2000, Ouattara a été exclu de l'élection. Je l'ai soutenu parce que je ne suis pas d'accord avec les exclusions. Donc, j'ai pris la cause de Ouattara. En 2020, Laurent Gbagbo est exclu de l'élection. Donc, je prends fait et cause pour Laurent Gbagbo. C'est cohérent, ma posture. Si j'avais soutenu Ouattara,
lorsqu'on l'a écarté des élections, et qu'en 2020, écartant Laurent Gbagbo, j'avais eu peur de soutenir Laurent Gbagbo, c'est là que je n'aurais pas été cohérent avec mes convictions. Or, si demain, on écarte à nouveau Henri Konan Bédié, je soutiendrai Henri Konan Bédié. Donc, je dis que les Ivoiriens doivent étudier mon parcours. Ils me trouveront toujours là où il y a une injustice et une exclusion à combattre. Merci à vous. On va rapidement passer à la prochaine question. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alphonse Ndongo, journaliste économique depuis Brazzaville au Congo. Monsieur Guillaume Soro, on sait très bien que vous avez été condamné par la justice de votre pays pour des faits de détournement de deniers publics. Et une certaine presse sur la place d'Abidjan, proche, n'est-ce pas, de votre ancien mentor Ouattara, vous accuse, n'est-ce pas, d'être à la tête d'un important pactole évalué en milliards de francs CFA. Vous avez toujours eu à démentir ces informations. Mais pourquoi n'avoir pas choisi de comparaître devant la justice de votre pays? Lorsqu'on veut se donner la stature d'homme d'État, on fait confiance aux institutions de son pays. Pourquoi avoir survolé Abidjan pour trouver enfin, plutôt Accra, pour trouver, n'est-ce pas, asile en France et bénéficier d'une certaine couverture diplomatique au lieu de comparaître devant la justice de votre pays? Je vous rappelle qu'en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a demandé, par exemple, qu'il y ait un procès public pour que la vérité se sache. Je fais une jonction également avec la situation économique de la Côte d'Ivoire, qui est quand même, on le sait très bien, en bonne posture. Les agences de rating reconnaissent que les agrégats économiques de la Côte d'Ivoire sont totalement au vert, et même les projections donnent déjà présentent la Côte d'Ivoire comme l'une des plus grandes économies qui va se présenter dans les années à venir au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Si vous devenez président de la Côte d'Ivoire, puisque vous avez maintenu votre candidature, président virtuel, disons-le ainsi, qu'est-ce que vous feriez de mieux sur le plan économique que Ouattara n'a pas pu faire? Merci. Question de notre compte. Allô? Si vous me recevez, je peux répondre aux deux questions. Vous me recevez? Parfaitement, oui. D'accord. Alors, le journaliste de Brazzaville dit que j'ai été condamné pour détournement de deniers publics. Ce n'est pas exact. Il faut requalifier les charges qui ont été retenues lors de la parodie de justice. On dit que j'ai recélé un bien. Je reprends. J'ai recélé un bien, immobilier notamment. Je vous explique très concrètement. On n'a pas retenu contre moi une charge de détournement. On dit j'ai recélé un bien. On dit que M. Guillaume Soro est propriétaire d'une maison acquise en 2007 dans laquelle il habite et qui en réalité serait une maison propriété de l'État de Côte d'Ivoire, puisque c'est l'État de Côte d'Ivoire, par des libéralités, a acheté la maison. Qu'est-ce qu'il en est réellement? D'abord, au plan juridique, la maison ne m'appartient pas. Elle appartient à une SCI, une société immobilière, au nom de M. Cissé Mori et Koné Souleymane. Donc, du point de vue strict du droit, la maison ne m'appartient pas. Donc, ceux qui devraient comparaître pour recel, si tant il est vrai qu'il y avait recel, c'est M. Cissé Mori, Koné Souleymane. Encore que, il n'y a même pas de raison de les poursuivre eux. Pourquoi? Situons et revenons dans le contexte qui a prévalu à l'achat de cette maison. Vous vous souviendrez que la Côte d'Ivoire était divisée en deux.
Et il y avait deux caisses. Une caisse au nord, dans les zones qu'on disait zones de guerre, où j'étais le secrétaire général des Forces Nouvelles, et une caisse dans le sud, la partie dirigée par le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Quand j'ai été nommé Premier ministre, nous avons décidé de réunifier le territoire de la Côte d'Ivoire et donc de procéder à l'unicité des caisses de l'État. Et je devais venir m'installer à Abidjan pour exercer ma fonction de Premier ministre. C'est dans ce contexte-là que le président Laurent Gbagbo a autorisé qu'il y ait une libéralité de l'État de Côte d'Ivoire pour acquérir une maison pour le Premier ministre qui me reviendrait à la fin de mes fonctions. Or, le code, notre code pénal, dit que quand vous avez commis un crime, quand il y a un délit, si c'est un crime, il y a prescription chaque 3 ans. Si le délit est qualifié de corruption, il y a prescription chaque 10 ans. Or, quand on me poursuit en 2019, il y a 13 ans. Donc, à supposer même que par extraordinaire, les faits étaient avérés et établis, il y avait prescription, on ne pouvait pas me poursuivre. Donc, le problème, vous me dites, pourquoi je ne viens pas comparaître devant la justice de mon pays? Bien sûr que je suis prêt à tout moment, dans les conditions idéales, je suis prêt à me présenter devant le tribunal de mon pays. Et ma sincérité à me présenter devant le tribunal de mon pays est que le procès s'est tenu en l'absence de mes avocats, sans que moi-même j'ai été convoqué. Et le procès s'est tenu en 30-40 minutes. Le magistrat qu'on a pris pour juger l'affaire avait refusé de juger l'affaire. Un premier magistrat a démissionné parce qu'il a dit que le dossier était vide. Un second magistrat a été nommé pour juger l'affaire. Ce magistrat a hésité, il a voulu reporter le procès. C'est le ministre de la Justice, en personne lui-même, qui a menacé le magistrat pour lui demander de juger l'affaire en 40 minutes et a dicté le verdict au magistrat et le magistrat l'a prononcé. La justice ivoirienne est corrompue. Elle est aux ordres de M. Ouattara. La preuve, le magistrat qui a refusé de juger mon cas, bien qu'on l'avait nommé avocat général, la liste de nomination de la magistrature est sortie il y a 2 jours, on a barré purement et simplement son nom. Voilà la réalité de notre justice. Mais pour vous dire ma sincérité, je suis allé porter plainte à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une justice insusceptible. Une justice qu'on ne peut pas soupçonner de corruption. Et cette justice m'a donné raison. Cette justice a dit qu'on ne peut pas juger M. Guillaume Soro et que M. Guillaume Soro doit rentrer dans ses droits. Alors, donc, monsieur le journaliste de Brazzaville, donc je ne refuse pas de me présenter devant la justice, mais quand vous avez une dictature comme celle de Ouattara et une justice corrompue, ne me demandez pas de me faire harakiri. Deuxième question. Les agrégats économiques sont bons. Est-ce que je ferais mieux? Bah, évidemment. Monsieur Ouattara, vous savez, je vous ai dit que c'est un charmeur. C'est quelqu'un c'est un charmeur. Et il a de grands cabinets de communication. La situation de l'économie ivoirienne qu'on vous présente, et je suis triste de constater que vous avez mordu à la maison. La situation économique qu'on vous présente, c'est de la façade, c'est une vitrine. Grattez un peu la vitrine et vous ne verrez que la pauvreté en Côte d'Ivoire. Les chiffres de la Banque mondiale, au moment où je suis en train de parler, vous pouvez taper sur Google. Les chiffres de la Banque mondiale donnent un taux de pauvreté entre 46 et 48% des Ivoiriens. Loin derrière des pays
comme le Ghana et même comme le Burkina Faso. Alors, évidemment, on vous dit la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 9% de son PIB, le produit intérieur brut. Mais ça, c'est du spectacle. C'est des chiffres fla-fla. Ça ne veut rien dire absolument. Parce que ce taux de croissance est un taux de croissance appauvrissant. D'autant plus que on vous fait croire que le taux de croissance du PIB est de 9%. D'ailleurs, sur ça, juste une petite remarque. Le taux de croissance n'a cessé de dégringoler depuis 2012. On était à 9%, on est passé à 8%, on est passé à 7%, peut-être qu'on finira à 3%. Déjà là, il n'est pas très bon. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le PIB? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est-à-dire quoi? C'est la somme, c'est l'ensemble des richesses produites par les opérateurs d'un pays. C'est-à-dire aussi bien les étrangers que les nationaux. Donc, le PIB ne peut pas constituer un élément crédible et intangible de la bonne santé de l'économie de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, moi j'aurais aimé que le gouvernement ivoirien nous donne le taux de croissance du PNB, qui est le produit national brut. Qu'est-ce que le PNB? Le PNB, c'est l'ensemble des richesses produites par les nationaux d'un pays à l'intérieur des frontières de ce pays ou à l'extérieur. Je reprends. Le PNB, c'est l'ensemble des richesses produites par les nationaux d'un pays à l'intérieur des frontières et à l'extérieur. En des termes plus simples, on calcule l'ensemble des richesses produites par un Ivoirien qui est à Abidjan et aussi par un Ivoirien qui est à Paris. C'est ça le PNB. Mais vous verrez que jamais le gouvernement ivoirien n'a donné le taux de croissance du PNB. Parce que c'est le PNB qui, mieux que le PIB, aurait pu montrer à la face du monde entier si les opérateurs économiques, si les nationaux, si les Ivoiriens se sont enrichis. Et ça, ce n'est pas du tout vérifié. Troisième élément, la Côte d'Ivoire s'est endettée, et une dette morte. Qu'est-ce que c'est que la dette morte? La dette morte, c'est celle qui ne produit pas de richesse. C'est celle qui ne met pas en place les leviers pour produire la richesse. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'endetter, loin s'en faut. Je dis seulement qu'il faut des dettes actives, des dettes productives. Et je serais d'accord que l'État de Côte d'Ivoire s'endette pour investir dans des infrastructures structurantes. Mais les dettes mortes qui pèsent sur l'État de Côte d'Ivoire et appauvrir plus les citoyens est une mauvaise chose. Pour me résumer sur la question que vous avez posée, je dis encore que M. Ouattara a une bonne communication. Il fait passer l'État de Côte d'Ivoire comme ayant l'un des taux de croissance les plus élevés. Mais si vous regardez l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire, nous sommes 170e pays. Mais ça là, on ne vous le dira jamais. Si vous regardez le taux de croissance de 9% de l'État de Côte d'Ivoire, je vous signale, monsieur de Brazzaville, que le Ghana, notre voisin tout près, a fait 14% de taux de croissance. Mais ça, à Abidjan, on ne vous le dira jamais. Même le Niger, en 2012, quand nous on faisait 9%, le Niger a fait 12% de taux de croissance. Et pour vous montrer que le taux de croissance du PIB ne veut rien dire du tout, ce n'est pas parce que la France fait 0,1% de taux de croissance que la Côte d'Ivoire qui fait 9% est riche que la France. Ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est du saupoudrage, c'est pour abrutir les populations. Ce qui est vrai par contre, c'est que les Ivoiriens sont pauvres. Je suis allé dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils n'ont ni eau, ni électricité, ni école. Et voilà, on revient sur ce plateau pour vous passer, M. Soro, le prochain intervenant. Sacha Pindji, journaliste, directeur général de PNG Média Diamant et administrateur du média en ligne Notre Tribune. Guillaume Kibafori Soro, bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un mouvement politique appelé GPS, un mouvement d'ailleurs qui vous conduira à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, votre pays, une élection qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais qui apparemment vous laisse la tête froide, vu que vous avez affirmé votre candidature au lendemain de la décision de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples, qui vous donne votre légitimité et interpelle plus d'un en Afrique. Vous passez aujourd'hui sur une chaîne panafricaine, une interview retransmise sur plusieurs plateformes en direct, comme sur notre tribune, la plateforme que je représente. Quelle est votre vision de l'intégration africaine ? Pour parler de la Côte d'Ivoire, le pays où vous serez certainement président au lendemain de cette élection présidentielle, quelles sont vos ambitions pour la jeunesse ivoirienne lorsque on sait que nombreux se livrent à la délinquance juvénile à travers le pays, certains sont appelés microbes et d'autres bravent la Méditerranée au péril de leur vie à la recherche d'asile, sinon de meilleures conditions de vie. Et selon le rapport de l'OIM et de l'OFPRA, la Côte d'Ivoire est le 3e pays en Afrique où l'immigration est grandissante. Et l'Afrique voit malheureusement ses enfants mourir chaque jour en mer. Guillaume Kibafori-Soro, le monde entier, l'Afrique vous regarde. La Côte d'Ivoire en particulier reste attentive à cette interview. Merci. Merci, madame. Alors, la première question a trait à la question de ma candidature. Madame, je vous remercie de me voir président de la Côte d'Ivoire et c'est une réalité. Je serai le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Comprenne qui pourra. Alors, sur la question de l'intégration africaine, je dois vous dire que personnellement, je suis un panafricain. Et je crois fondamentalement au génie créateur des enfants, des filles et des fils d'Afrique pour assumer la destinée de ce continent dans la solidarité, pour promouvoir l'Afrique et pour créer les richesses, le progrès et le bonheur pour notre continent. Alors, quand on dit qu'on est panafricaniste, je ne suis pas un panafricaniste dogmatique. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique, comme l'Asie d'ailleurs, qui a réussi à prendre son indépendance, l'Afrique doit, dans la solidarité, bâtir, n'est-ce pas, donc la légitimité de notre continent à diriger, à créer des richesses et à interagir avec tous les autres continents. Je pourrais, si vous le souhaitez, après, vous dire ma compréhension et l'histoire du panafricanisme sur notre continent. Mais je pourrais le faire en d'autres temps. Donc, l'intégration africaine, j'y crois, je suis partisan, parce que je pense que la balkanisation de l'Afrique, les micro-États que nous avons avec 1 million d'habitants, 3 millions d'habitants, 5 millions, 10 millions, 20 millions, ce ne sont pas des marchés viables qui permettent réellement une vraie compétition mondiale. Vous savez très bien que, par exemple, l'Europe, c'est entre 300 millions et 400 millions d'habitants, c'est un gros marché, c'est à peu près la même chose donc, pour les États-Unis. Donc, l'Afrique a intérêt à créer un marché. Et ce n'est pas en allant dans les balafres et les frontières intangibles de nos pays que nous réussirons à créer des marchés viables. Mais je suis de ces panafricanistes optimistes parce que je pense que notre génération, la génération consciente en Afrique, prendra ses responsabilités et ira de l'avant aussi bien au plan économique et
je pense qu'il faut qu'on bâtisse une véritable intégration économique, que l'intégration politique viendra, n'est-ce pas, couronner. C'est mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on pourra toujours la repréciser. Mais c'est le premier volet, n'est-ce pas, de cette question. Alors, sur la jeunesse, madame, je vous salue parce que vous me rejoignez. Et vous êtes en train de dire la vérité sur la Côte d'Ivoire. Vous dites que la Côte d'Ivoire est le 3e pays de l'immigration en Afrique. Alors, celui qui disait que l'économie de Côte d'Ivoire est bien, si l'économie était bien, quand les jeunes avaient du travail, pourquoi ils iraient, comment on appelle, mourir dans la mer Méditerranée? Voilà un chiffre qui montre bien que la Côte d'Ivoire est de loin le pays, je dis bien 3e sur le continent, qui a sa jeunesse qui fuit. Sa jeunesse fuit pourquoi? S'il y avait le bonheur en Côte d'Ivoire, pourquoi les jeunes Ivoiriens fuient? Voilà. On nous dit qu'on a 9% de taux de croissance. Et puis vous avez une jeunesse qui fuit. Alors que vous avez 9% de taux de croissance et qu'il n'y a même plus de chômage. Alassane Ouattara avait dit qu'il allait créer 1 million d'emplois, je crois, par an ou par je ne sais pas quoi. Alors il a eu 10 ans de pouvoir. Il a créé 10 millions d'emplois. Ça veut dire que les enfants qui ne sont même pas encore nés travaillent déjà. C'est ça la réalité. Là encore, c'est un mensonge. Alors, vous avez aussi parlé d'un phénomène. Vous avez parlé des microbes. Madame, c'est très important, le phénomène des microbes. En réalité, le phénomène des microbes, les microbes sont pour la société ce que le bouton de fièvre est pour l'homme. Quand vous avez les boutons de fièvre, vous n'avez même pas besoin de casser les boutons de fièvre. Ne vous apprenez pas aux boutons de fièvre. Les boutons de fièvre vous indiquent que vous avez le virus de l'herpès. Prenez un médicament, vous allez tuer le virus de l'herpès, automatiquement le bouton de fièvre va disparaître. Donc, le phénomène que vous appelez le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire, je vais vous l'expliquer, c'est un phénomène socio-économique. On a observé les microbes au Brésil avec les favelas. On a observé le phénomène des microbes à Lagos, au Nigeria. Pourquoi? En réalité, c'est parce que quand un pays s'appauvrit et qu'il y a un gros écart, un écart abyssal entre ceux qui sont très très riches et ceux qui sont très très pauvres, au passage rasant la classe moyenne, vous avez ces enfants de la pauvreté. C'est ceux-là qu'Abidjan a décidé d'appeler les microbes. Des enfants qui n'ont pas reçu d'éducation par faute de moyens des parents. Donc, quand vous voyez les microbes apparaître en Côte d'Ivoire, ce qui est en cause, ce sont les politiques économiques. Ça veut dire que l'ultralibéralisme, pour ne pas dire le néolibéralisme pratiqué par Ouattara, a rendu les pauvres de plus en plus pauvres et a enrichi les riches qui sont devenus de plus en plus riches, tuant au passage la classe moyenne. Je vous donne un exemple. Quand moi j'étais à l'école primaire, les directeurs d'école avaient une voiture. Les conseillers pédagogiques avaient des Lada. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand j'étais au collège, les professeurs pouvaient s'acheter une voiture. Quand j'étais au lycée, le professeur pouvait s'acheter une voiture, pouvait s'acheter une maison. Quand j'étais à l'université, les professeurs d'université avaient 2 voitures, une pour lui-même, une pour son épouse, une maison, et ils cotisaient pour acheter une 2e maison. Mais aujourd'hui, j'ai un ami qui est professeur à l'université. Un jour, il est venu me visiter, j'ai voulu le raccompagner, permettez-moi l'anecdote rapidement. Et je lui dis, allons, je t'accompagne à ta voiture. Il me dit, mais Guillaume, je n'ai pas de voiture. Je dis, mais comment tu n'as pas de voiture? Tu es professeur d'université. Il dit, mais Guillaume, je ne peux pas m'acheter une voiture. J'en ai été choqué et j'en ai eu honte que je l'ai conduit ce jour-là à sa résidence. Alors, imaginez-vous, si un professeur d'université ne peut pas s'acheter une voiture en Côte d'Ivoire, ça veut dire que la classe moyenne qu'Houphouët-Boigny avait créée en décrochant, c'est-à-dire en doublant le salaire des enseignants, s'est effondrée.
Et c'est l'effondrement de cette classe qui a créé le phénomène des microbes. Ce n'est pas la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit, mais la guerre a eu lieu en 2002, les microbes, ils ont quel âge? Ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. Donc ça veut dire qu'en 2002, ils avaient 1 an où ils n'étaient même pas nés. Donc c'est la pauvreté. Et mon discours sur l'économie se justifie par la question de madame, puisqu'elle reconnaît avec moi que le phénomène des microbes n'est issu que de la politique néolibérale appliquée par M. Ouattara, qui a appauvri beaucoup plus les Ivoiriens, qui aujourd'hui ont un taux de pauvreté de la population de 48%, et qui est aujourd'hui le 3e pays candidat à l'immigration, dont la jeunesse fuit le pays. Donc j'ai eu raison. Merci. Merci à vous, M. Soro. On va rapidement vous passer le prochain intervenant. Bonsoir, Monsieur le Président Guillaume Kibafori Soro. Je suis le Sénic Kibafori Djoumane, jeune Ivoirien. J'ai l'honneur ce soir de vous poser quelques questions en direct de Afrique Média. Monsieur Guillaume Soro, vous avez tenu ici en France, le jeudi 17 septembre 2020, une conférence de presse dans laquelle conférence vous avez affirmé, vous avez même dit aux journalistes de marquer qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre en Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Soro, sur quoi vous comptez concrètement et que vous affirmez qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire? M. Ouattara, de son côté, nous dit que la date constitutionnelle sera maintenue et maintenue. M. Guillaume Soro, à quoi les Ivoiriens doivent s'attendre de vous au soir du 31 octobre 2020 s'il y a élection? Voici la première question que j'ai pour vous, Excellence. La deuxième question, les Ivoiriens se posent, nous nous posons jusqu'à aujourd'hui des questions encore. M. Guillaume Soro, qui avait été numéro 2 du régime de M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, Guillaume Soro est opposé farouchement au président Ouattara. M. Guillaume Soro, les Ivoiriens veulent concrètement savoir qu'est-ce qui vous oppose franchement à M. Ouattara. Est-ce que vous estimez que M. Ouattara a trahi son serment vis-à-vis des Ivoiriens, ou bien M. Ouattara a trahi son serment vis-à-vis de vous, votre personne? M. Guillaume Soro, voici les deux préoccupations que j'aimerais vous poser ce soir à direct d'Afrique Média. Merci. Merci. Si vous me recevez, je peux peut-être répondre à la question. Vous me recevez? Parfaitement, M. Soro. Allez-y, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ok, merci. Alors, ok. Alors, la première question de monsieur l'internaute, il me demande sur quoi je compte pour affirmer qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Je compte sur la détermination des Ivoiriens. Je vous ai dit, il faut étudier la psychologie, la sociologie ivoirienne du peuple de Côte d'Ivoire. En 1990, ce peuple, alors qu'il vouait un respect sacro-saint au président Houphouët-Boigny, n'a pas hésité à dire non à Houphouët-Boigny, à le bousculer, au point où il a décrété le multipartisme. 10 ans après, le même peuple de Côte d'Ivoire
a été déterminé pour chasser un militaire du pouvoir, le général Gueye, qui était un général d'armée. Le même peuple de Côte d'Ivoire, en 2010, a pris les armes pour installer Ouattara. Mais Ouattara, je veux dire, c'est un être humain, jusqu'à ce que vous me disiez le contraire. Donc, sauf la détermination du peuple de Côte d'Ivoire, mettra M. Ouattara dehors. Je vous ai donné des exemples précis là. Ce n'est pas des Martiens qui sont descendus en Côte d'Ivoire pour faire ce que je vous ai dit. Donc je compte sur la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Et je serai avec le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera pas la violation de la Constitution. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera pas que notre loi fondamentale soit violée. Je vous ai dit que la majorité à l'opposition, je vous dis qu'en 2010, au plus fort de la mobilisation de M. Ouattara, quand il régnait, il était au summum, il était à l'apogée de sa mobilisation, il a pesé 32% en Côte d'Ivoire. Avec l'usure de l'exercice du pouvoir, il a dégringolé. Les 3/4 du peuple de Côte d'Ivoire sont avec l'opposition. Comment Ouattara pourrait-il résister face à ça? Évidemment, Ouattara se croit puissant parce qu'il a abrité derrière les chars de l'État de Côte d'Ivoire. On est toujours puissant quand on est derrière les chars. Mais faites attention que ces mêmes chars que vous prenez pour écraser les Ivoiriens ne se retournent contre vous. La deuxième question, qu'est-ce qui vous oppose à Ouattara? Je vous avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer lui et son épouse. Je suis ici pour vous dire solennellement, et ça, j'ai dit déjà dans un de mes postes qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara, mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui, on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara. L'histoire jugera, Dieu jugera. Mais que M. Ouattara, parce qu'il veut le soutien des chefs d'État, parce qu'il veut monter les populations du Nord contre moi, va dire que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer, lui et sa femme, je trouve que c'est aller trop loin. Parce que M. Ouattara, quand il affirme qu'il a des preuves accablantes, elles n'existent pas, ces preuves accablantes. Qu'est-ce qu'il attend depuis 9 mois pour exhiber et donner aux Ivoiriens ces preuves accablantes? On dit que je veux faire un coup d'État. Mais quand on me donne le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État, jusqu'à présent, on a même libéré certains sans leur dire pourquoi.
que j'ai voulu faire un coup d'État. Je vais vous dire une chose, et c'est une confidence. Moi, quand je menais le combat pour Ouattara, le jour où Ouattara a pris le pouvoir, pour moi, c'était mon dernier combat. Pour moi, j'en avais fini avec la lutte en Côte d'Ivoire. Je me proposais et ne prétendais qu'à me prélasser, raisonnablement. Je voulais reprendre une vie de famille, connaître la simple joie d'envoyer mes enfants à l'école, vivre à la maison. Alors, donc, comme M. Ouattara aujourd'hui soit plus haineux contre moi que ce hier qu'il a combattu, m'interroge moi-même. Mais vous savez, la vie est ainsi faite. J'ai un ami qui m'a dit que vous ne connaissez pas votre épouse tant que vous n'avez pas divorcé. C'est quand vous vous retrouvez devant le juge et que votre épouse vous décrit comme étant un gros dormeur, un gros ronfleur, et qu'en plus de ça, vous étiez... c'est là que vous découvrez un monstre. Donc aujourd'hui, Ouattara peut bien dire que je suis le monstre que je suis, mais hier, je voyais bien tout l'éloge qu'il faisait. Mais ce n'est pas grave. Moi, je considère que en 2019, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué me faisant injonction d'intégrer le RHDP. Il y a très peu qui ont résisté à Ouattara. Je lui ai dit que je ne pouvais pas intégrer le RHDP. Ce que je sais, c'est que après que j'ai refusé de rentrer dans son parti, parce que je lui avais dit que le RHDP unifié sans le PDCI allait ramener la guerre en Côte d'Ivoire et que je ne voulais plus que mon nom soit associé à la guerre, et que je suis parti, il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale alors que je considérais que j'avais droit. On avait Bédier, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit « Guillaume, tu ne démissionnes pas ». J'ai dit non. On ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble. Mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère sacrifier mon poste, partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa et mon passeport en ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Après ça, M. Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, ont trompé la police de Barcelone, qui a fait un raid dans ma chambre à Barcelone pour m'arrêter. N'eût été la baraka. J'aurais été humilié, menotté et jeté dans les prisons en Espagne. Après cela, on m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Qu'on prenne garde. Je ne veux pas trop parler. Je veux la paix pour mon pays. Mais je sais ce qui a été fait contre moi, ma personne et mon intégrité. Mais il n'y a de sécurité que celle que Dieu vous donne. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait?
Merci. Merci à vous, Monsieur Soro. Voici le prochain intervenant. Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Bonjour, monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale, monsieur Guillaume Koubafori Soro. Je suis monsieur Dosso Vassanoussi, cyber-militant RHDP, mais qui aujourd'hui s'insurge contre le 3e mandat, parce que je ne veux pas que sous nos tropiques, un président dépasse plus de 2 mandats. Ma question est la suivante. Est-ce vrai, bel et bien vrai, que vous étiez informé que ce 3e mandat, que cette constitution de 2016 donnait quitus au président Alassane Ouattara de se planter pour un 3e mandat? Si oui, dites-nous pourquoi. Sinon, dites-nous pourquoi. Ma deuxième question est la suivante. Monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, nous, par expérience, je sais que le FPCI, le Front Patriotique de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, a été créé, a vu son avènement depuis 1982. Quand on réfère du 82 jusqu'en 2000, Laurent Gbagbo fait 18 ans dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir. Le RDR fut créé en 1993 et aujourd'hui, quand on se réfère, le RDR prend le pouvoir, accède au pouvoir en 2010. Quelle est votre stratégie avec le GPS dont vous êtes le leader charismatique? Je vous remercie. Pour accéder au pouvoir, bien sûr. Je vous remercie. Alors, la première question, vraiment, vous, monsieur le militant du RHDP, je vous parle en regardant Dieu. Monsieur Ouattara m'a reçu, moi, pour me dire que la Constitution, là, ne permettait pas de faire un 3e mandat. Et que lui, il n'avait pas l'intention de faire un 3e mandat. Et que lui-même, quand je l'ai interrogé sur la question, il a dit qu'il en avait parlé à son épouse, Dominique Ouattara, et qu'il s'était mis d'accord, jamais lui, Ouattara, ne ferait un 3e mandat. J'ai mes mains que je lève. Deuxièmement, ce n'est pas à moi seulement que Ouattara l'a dit. Il nous a réunis à une réunion de la direction du RDR. Ce jour-là, je me rappelle, Madame Kandia Camara a coulé des larmes. Qu'elle demande ce que je vais dire. Le président Ouattara, pendant près de 40 minutes, nous a expliqué les raisons pour lesquelles on devait aller à la révision constitutionnelle. Ce jour-là, solennellement, devant près de 40 personnes, il nous a dit qu'il ne briguerait jamais de 3e mandat. Et que de toute façon, la Constitution ne le permettait pas. Madame Kandia Camara, le trémolo dans la voix, lui a dit ceci, à peu près ceci. Monsieur le Président, vous êtes extraordinaire. D'autres chefs d'État changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Vous nous proposez de changer cette constitution pour partir. Vraiment, et elle a commencé à pleurer. On lui a même donné les pochettes là pour essuyer les... Comment on appelle les... Alors, donc, vous voyez, je suis choqué. Alors, bon, laissons ces réunions où nous nous sommes parlé en privé. Mais, monsieur le militant du RHDP, mais c'est publiquement que Ouattara a dit que la Constitution ne lui permet pas de briguer un 3e mandat. Oui ou non? Les vidéos sont sur Internet. Et là, Ouattara est en train de nous humilier, nous qui l'avons soutenu, et qui avons chanté auprès de nos parents, et à la face du monde entier, que c'était un grand démocrate, et que s'il venait, il allait mettre la démocratie, il allait soigner notre économie. Qu'aujourd'hui, Ouattara veuille briguer un 3e mandat, comme d'autres chefs d'État, c'est une honte pour nous. C'est une catastrophe pour l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'il n'y a même pas de discussion sur cette question de 3e mandat où on vient nous dire que c'est le premier mandat de la 3e République. Quand même, prenez-nous au sérieux, nous ne sommes pas tous des idiots.
un peu de respect, un peu de considération. Déjà, M. Ouattara demandait un mandat, on lui donne un deuxième, il veut un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais enfin, qu'on arrête, qu'on soit sérieux. Et c'est l'Afrique qu'on ridiculise. Et c'est ça qui me met hors de moi. Mais Ouattara a la possibilité de partir et d'inscrire son nom dans la postérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand il dit qu'il n'y a personne pour gérer le pays. Mais quand lui, il n'était pas président, il était dans l'opposition. La Côte d'Ivoire n'a pas disparu de la carte du monde. Et puis en plus, il n'est pas un surhomme. Demain, Ouattara ne sera pas président. La Côte d'Ivoire aura son destin à continuer. Donc, moi, je suis profondément déçu et humilié parce que nous avons chanté toutes les qualités de Ouattara, Nous voilà aujourd'hui humiliés devant tout le monde. Nos amis Gore de Laurent Gbagbo se moquent de moi. Nos amis du RHDP m'attaquent avec virulence. Mais ma posture est que M. Ouattara me l'a dit, il l'a dit au RDR, il l'a dit à la Côte d'Ivoire et au monde entier, il n'a pas droit à un troisième mandat. Je vois d'autres personnes qui sont là-bas, qui ont décidé de plier les chines, de se coucher et de mentir encore aux Ivoiriens. L'histoire les jugera. Alors, la deuxième question est relative à la stratégie des GPS pour arriver au pouvoir. Alors, une stratégie connue n'en est plus une. Alors, si je vous dis ma stratégie pour venir au pouvoir, non, c'était pour rigoler. Cette question me permet de parler de mon projet de société pour les Ivoiriens. Parce que j'entends dire Guillaume Soro n'a pas de projet de société, Guillaume Soro n'a pas fini ses études, Guillaume Soro... Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai géré presque la moitié de l'État de Côte d'Ivoire pendant 9 ans. Et pendant ces 9 ans, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu de fléau, d'épidémie, de pandémie. J'ai relevé l'école, j'ai relevé la santé, j'ai mis un dispositif économique. Et pendant ces années, les populations dans ces régions ont survécu. Je vais vous dire, laissez-moi vous faire une confidence. Un président d'Afrique, un ancien président maintenant, confiait à des diplomates qu'aucun chef d'État ne souhaite affronter une rébellion dans son pays. Mais si le malheur advenait qu'une rébellion éclatait, lui, chef d'État, souhaiterait avoir une rébellion comme celle de Guillaume Soro, parce que ce sont des gens qui sont capables de discuter et de négocier. Je reprends. Le chef d'État dit que personne ne peut souhaiter de rébellion. Mais s'il advenait par extraordinaire qu'une rébellion devait éclater dans son pays, il souhaitait que la rébellion soit celle de Guillaume Soro parce que c'est une rébellion qui discute. Quand nous sommes venus le 19 septembre 2002, tout le monde nous a traités de brigands, de menuisiers, de maçons. Mais nous avons réussi à transformer la rébellion ivoirienne sur la base de la triptyque. 1. De force politique, c'est ce qui donne le GPS aujourd'hui. 1. De force de gouvernance, de gouvernement. Tous les patrons d'institutions que vous voyez en Côte d'Ivoire, j'ai envoyé plusieurs personnes dans le gouvernement. Actuellement, même dans le gouvernement de Ouattara, il y a encore certains de mes collaborateurs qui sont ministres. Même le président du Conseil constitutionnel a été mon collaborateur. On est d'accord? Donc, nous avons réussi à en faire une force politique, une force de gouvernement et une force de réconciliation et de sécurité. Donc, je veux dire que même que nous avons acquis
de l'expérience dans la gestion déjà d'un territoire qui manquait d'administration, puisque l'administration était partie. Et pourtant, nous avons réussi. Deuxièmement, j'ai dirigé quand même le gouvernement d'un trait sur 5 ans. D'un trait sur 5 ans. Mais avant ça, quand nous étions dans la zone, vous pouvez interroger les paysans au nord. Nous avons fait payer 16 milliards d'arriérés aux paysans dans la filière du coton. Nous avons augmenté le prix bord-champ de l'anacarde de 50 francs à 300 francs le kilo. Mais aujourd'hui, avec l'expert économiste Ouattara, on est passé de 300 francs à quelquefois 25 francs, 50 francs, 115 francs, comme j'ai pu le constater au nord. Les chiffres que je vous donne là, allez interroger. Les paysans sont là. C'est une réalité. Je vous invite à lire le livre d'un de nos collaborateurs qui a écrit il y a quelques années sur la filière. Mais venons-en au fait de mon projet de société. Je considère que le projet de société qui a plusieurs axes va passer d'abord par la réconciliation qui implique le pardon et la contrition pour apporter la tranquillité aux Ivoiriens. Parce que tant que les Ivoiriens ne sont pas tranquilles dans leur être, ne se sentent pas bien, parce que la paix est différente de la tranquillité. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Pour moi, il faut aller à la réconciliation par le pardon, par la contrition, pour construire la paix et la tranquillité pour les Ivoiriens. Premier élément. Sans ça, et c'est ce qu'Ofo-Boigny disait, il n'y a pas de développement sans la paix. Bon, il semble que maintenant, en 2020, on dit que c'est la paix qui détruit le développement. Bon, c'est une nouvelle théorie économique, je n'en sais rien. Pour d'autres personnes, où c'est la paix qui est l'ennemi du développement. Mais enfin, bref, allons-y. Donc, pour moi, c'est d'abord la réconciliation, le pardon, la paix et surtout la tranquillité. J'ai introduit la notion de tranquillité. Ensuite, il nous faudra bâtir un état de droit. Or, tout le monde sait que l'état de droit ne peut reposer que sur 2 piliers fondamentaux. La justice, l'indépendance de la justice, et on sait aujourd'hui l'importance de la justice, et l'armée. On sait, tant qu'on n'aura pas une armée républicaine, on n'aura pas d'état de droit. Tant qu'on n'aura pas une justice non corrompue, indépendante, on n'aura pas d'état de droit. Donc, il faudra construire l'état de droit. Parce que l'état de droit, pour moi, est précieux et prioritaire même avant la démocratie. C'est l'état de droit qui va nous conduire à la démocratie. Ensuite, l'état de droit nous permettra de bâtir la nation. Parce que si nous sommes réconciliés, si désormais le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, nous nous donnons la main, que nous sommes réconciliés, nous pouvons bâtir la nation ivoirienne, tant attendue. Parce que l'un des défis pour les pays africains, c'est de réussir la construction de la nation. D'autant plus que nous sommes dans un processus inversé. Parce que chez nous, en Afrique, les États ont été créés avant la nation. Or, en Europe, les nations ont été créées avant l'État. Donc, notre défi est plus difficile. Ensuite, la construction de l'État de droit, la démocratie, ce sera la révision constitutionnelle. Ce n'est pas cette constitution de Ouattara. Non, non, non. On fera quelque chose donc de sérieux, de solide. La nature du régime sera discutée, etc. Le système politique sera discuté, etc. Ensuite, dans notre programme, dans notre projet de société qui s'appelle la Côte d'Ivoire réunie, nous allons au plan donc social. Moi, je dis la priorité de notre gouvernement sera l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans l'éducation, c'est le b.a.-ba. Or, l'école a été traficotée, a été déconstruite en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, moi,
j'ai eu la possibilité d'être ministre en Côte d'Ivoire, c'est parce que je suis allé à l'école. Donc l'école pour moi sera un moyen de réduction de la fracture sociale. L'école pour moi sera un moyen de l'égalité entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. L'école publique. Donc nous allons investir dans l'école publique. Parce que les Ivoiriens dont nous sommes fiers, on cite Lamine Fadiga, ensuite Tidjane Thiam, aujourd'hui, ils ne sont pas allés à l'école privée, hein. Ils ont fait l'école publique. En Côte d'Ivoire, au temps d'Oufo-Boigny, ils étaient assis sur la même table, sur le même banc que l'enfant du paysan. L'enfant du ministre se trouvait à côté de l'enfant du paysan. Donc, ça réduit les inégalités. Ça contribue à la cohésion sociale. Donc, nous mettrons l'école en avant, l'école publique. Nous allons réinvestir dans l'école publique. Pour des pays comme les nôtres, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, etc., on ne peut pas faire en sorte que l'école soit déconstruite, détruite. Moi, par exemple, si mon père devrait avoir à payer une école privée pour moi, je serais au champ aujourd'hui dans mon village. C'est parce que j'ai eu la possibilité d'aller à l'école publique, d'aller à l'université, parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Donc, il faut investir dans l'école. Ensuite, il faut investir aussi dans la santé. Comme je dis aux gens, il faut relever le niveau de vie de nos populations. Parce que même si vous construisez un centre de santé dans la maison de quelqu'un et qu'il n'a pas l'argent pour acheter les médicaments, il n'ira pas dans le centre de santé. Donc, il faut pouvoir mettre un système de santé, en tout cas les premiers soins de santé, gratuitement pour les populations. Et ça, c'est important. Nous allons le faire. Et l'expérience, l'embryon de l'essai que j'ai fait il y a 18 ans dans le nord de la Côte d'Ivoire m'a donné des idées de son succès. Ensuite, nous allons, au plan économique, nous procéderons à une réappropriation de l'économie nationale. Je vous ai fait le développement entre le PIB et le PNB. Il s'agira pour la Côte d'Ivoire de donner les moyens à ce qu'il y ait une classe moyenne naissante, à ce qu'il y ait des entrepreneurs capables de réussir. On a vu un peu ce que le Nigeria a fait. Donc, les secteurs stratégiques de notre pays, nous allons souverainement en discuter et voir comment les nationaux peuvent y travailler et relever notre économie. Donc, ce chapitre, je l'ai appelé la réappropriation de l'économie nationale. Il faut bien comprendre les termes que nous prononçons. Donc, nous allons faire un développement endocentré, écologique aussi, parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, les dégâts que tout ça, ça pose. Donc, nous avons des propositions concrètes à offrir aux Ivoiriens. Et notre projet de société sera, on a failli le publier, mais comme il n'y aura pas d'élection le 31 octobre, nous le publierons au meilleur moment. La Côte d'Ivoire réunie. Voilà, offrir rapidement ce que je propose aux Ivoiriens et j'espère que les Ivoiriens nous feront. Merci, merci à vous. On va rapidement passer au prochain intervenant. Rappelez qu'on a encore, ils sont encore nombreux, ceux-là qui souhaiteraient ce soir vous poser des questions, Monsieur Soro. Donc on passe au prochain intervenant. Bonjour, Monsieur Guillaume Soro. Je suis Tapé Goulbera. Bonjour, Monsieur Guillaume Soro. Je suis Tapé Goulbera. Je vous pose cette question, enfin, qui va s'inscrire dans les perspectives, puisque pour moi, le 31 octobre, M. Alassane Dramane Ouattara ne sera plus aux affaires et nous allons nous tourner inexorablement vers une autre voie qui s'inscrit devant la Côte d'Ivoire et dans l'Afrique prochaine. Chers amis et chers frères,
nous avions, toi et moi, fait un certain parcours et il s'est avéré qu'à un moment donné, vous êtes retrouvés dans la rébellion. Je ne vais pas revenir dessus. Et aujourd'hui, vous reconnaissez avec moi que M. Alassane Dramane Ouattara, que vous avez supporté, a été un poids et je pense que vous le regrettez. Maintenant, nous sommes inscrits dans une nouvelle dynamique. C'est-à-dire que la préoccupation des Ivoiriens, c'est la question de la souveraineté. Est-ce que, l'accord Macron-Ouattara, qui était un accord de dupe, qui a été signé le 20 décembre 2019 dernier, est-ce que vous êtes partant pour que cet accord-là, nous puissions l'abroger? Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau donc de la question de la souveraineté, toujours, la question de les bases françaises en Côte d'Ivoire singulièrement et en Afrique sont une préoccupation pour nous. Est-ce que vous êtes partant pour suivre le combat pour la question de la souveraineté et qu'il y ait le départ effectif de toutes les bases? Enfin, je pense je crois un corollaire de la question que j'avais posée tout au départ. Est-ce que vous vous inscrivez pleinement dans la question de la souveraineté monétaire, à savoir regagner l'ensemble des pays africains, surtout les pays de l'Afrique, de la CEDEAO, pour l'éco effectif? Donc voilà un peu quelques-unes de mes préoccupations et j'espère que après que M. Ouattara ne soit plus là, évidemment, vous allez vous adresser réellement aux Ivoiriens parce que pour le moment, vous demandez pardon aux hommes politiques, mais la Côte d'Ivoire a été salie, la Côte d'Ivoire a été attaquée et vous faites partie de ceux qui ont quand même dit des choses qui ne sont pas bien, qui sont pas bonnes. Est-ce que vous êtes prêts ici devant les Ivoiriens à cette chaîne à prendre l'engagement de demander réellement pardon aux Ivoiriens? C'était ça ma préoccupation, chers frères, et je pense qu'on aura le temps de se revoir pour parler d'autres choses. Merci à vous et merci à Afrique Média pour cette opportunité que vous m'offrez pour poser ces questions à l'ex-premier ministre, M. Soro Guillaume. Les différentes préoccupations. Sinon, on a retenu quelques-unes pour vous. Il souhaiterait notamment savoir ce que vous pensez des accords monétaires passés entre les pays de l'UEMOA et la France récemment. Rappelez que cela fait débat même là-bas sur place en France auprès d'institutions françaises. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu noter les questions. Parce que, je ne sais pas, on a un problème de connexion. Alors, donc, l'écho, c'est ça, hein? Et les bases militaires françaises, c'est bien ça, hein? Les bases françaises militaires, les bases militaires françaises en Afrique, et l'écho. Ah, ok. Alors, merci. Bon, il se trouve que le débat sur la souveraineté de nos États, vous savez très bien que la souveraineté, telle que définie dans le siècle passé, n'est pas la même, puisque tous les États, je ne connais pas d'État qui n'ait sous-traité sa souveraineté d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand on crée la CEDEAO, on sous-traite la souveraineté de chaque pays à la CEDEAO. Ça dit qu'on reconnaît à la CEDEAO le droit de prendre des décisions en notre nom. C'est comme l'Union européenne. La France reconnaît à l'Union européenne de légiférer sur des questions en leur nom. C'est comme aux États-Unis, c'est une fédération. Des États à l'intérieur sous-traitent la souveraineté. Bon, donc je pense qu'on comprend cette question, c'est pourquoi il faut relativiser. Alors sur les bases françaises, il se trouve, heureusement, que j'étais Premier ministre quand on a décidé de réviser les accords, n'est-ce pas, militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Gbagbo Laurent était président de la République et à l'époque, nous avons mis un groupe de travail pour visiter donc ces accords et avoir, si vous voulez, un accord acceptable pour toutes les parties. Parce qu'il faut reconnaître que l'accord signé au lendemain des indépendants en 1960, il y avait des reliques, des éléments naturellement qui pouvaient heurter nos États. Donc, nous, en tout cas en Côte d'Ivoire, à l'époque, j'étais donc au gouvernement avec le président
Laurent Gbagbo, nous avons, je pense, à satisfaction, discuté avec la France un nouvel accord militaire qui est maintenant mis en œuvre. Bon, pour nous, c'était à l'époque satisfaisant, puisqu'il avait amélioré l'ancien accord que nous avions. Hein? Maintenant, dans les autres pays, je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais nous en avions parlé. Alors, sur la question de l'écho, la monnaie, moi, je suis d'avis que certains de nos concitoyens ont trouvé que la dénomination CFA n'était pas bonne et que l'accord que nous avions avec la France était au détriment de nos pays. Et je crois que, bien que certains chefs d'État ne voulaient pas accepter cette réalité nouvelle, ils ont fini par se mettre d'accord qu'il fallait changer et qu'il fallait aller dans un nouveau processus et que des discussions croisées devraient se faire avec la France. Alors, donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que l'Afrique, notre sous-région monétaire, là, donc au niveau de la CEDEAO, il faut que notre sous-région discute avec la France et des accords de considération. Je pense que c'est important, de considération. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de ce débat, puisque moi-même, je me souviens à l'époque, quand j'étais encore au gouvernement et ensuite à l'Assemblée nationale, ce sont des questions qui étaient si délicates que je préférais avoir une posture de compromis, pas de compromission, de compromis. Parce qu'il s'agit de la vie de citoyens, il s'agit de la vie d'environ 250 millions de personnes de la CEDEAO. La troisième question a été de dire que je demande pardon seulement aux hommes politiques. Non, cher monsieur. Je vais vous envoyer, j'espère que c'est possible, que la rédaction me donnera le contact de monsieur. Je vais vous envoyer parce que je faisais une compilation de mes discours. La première fois que je demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire, avant même que je demande pardon aux hommes politiques, c'est au peuple de Côte d'Ivoire que j'ai demandé pardon. Et comme vous ne suivez peut-être pas mes discours au quotidien, puisque vous n'étiez pas peut-être un fan de Guillaume Soro, donc vous avez raté beaucoup de mes discours. Mais sachez que c'est d'abord au peuple de Côte d'Ivoire. La première fois que je demande pardon aux Ivoiriens, cher monsieur, c'est quand j'ai été nommé Premier ministre par Laurent Gbagbo en 2007. J'ai dit que je ne me sens pas l'âme d'occuper le poste de Premier ministre si d'abord et avant tout je ne demande pas pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Allez reprendre mon discours, vous allez voir. Je dis, je ne peux pas m'asseoir dans le fauteuil de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire si avant tout je ne demande pas pardon au peuple de Côte d'Ivoire qui a souffert le martyre d'une guerre. C'est la première fois. Allez prendre mon discours, il existe dans les archives de l'État de Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire connaît des crises. Je vous rappelle qu'en 1963, il y a eu une crise politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle qu'en 1970, il y a eu une tentative de sécession en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous avez seulement entendu parler de la sécession du Biafra au Nigeria, mais en Côte d'Ivoire, il y a eu une tentative de sécession. Il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. On peut faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais les gens sont là, Guillaume Soro, il a fait la rébellion, Guillaume Soro, mais enfin, on peut faire.
au Cameroun, chez vous, il y a eu des rébellions là-bas, non? Pour avoir l'indépendance. L'UPC a combattu pour l'indépendance au Cameroun. Et vous êtes fiers donc de ce combat contre le colon pour avoir votre indépendance. J'ai dit en début d'émission que rébellion vient de rébellio, qui se révolte. On se révolte contre un ordre établi, on se révolte contre une injustice, on se révolte contre ce qu'on croit, considère injuste. Donc il ne faut pas juger les rébellions a priori, il faut les étudier, parce que toutes les rébellions ne se valent pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a dirigé une rébellion qu'il est un anti-héros. Sankara est un héros pour vous, non? Vous êtes un héros, vous êtes content de dire son nom, non? Che Guevara, vous êtes content de dire, de porter ses habits? Vous croyez que c'est des bonbons qu'il a distribués aux Cubains? Je ne suis pas en train de demander de me considérer comme un Che Guevara. Je ne suis pas en train, loin de moi, et point sans faux, de me considérer comme Sankara. Vous croyez que Sankara a fait coup d'État, non? Au Burkina? Ou bien c'est par élection il est venu? Dites-moi. Maintenant, quand c'est Guillaume, oui, Guillaume avait rébellion, chef. Arrêtez ce débat. La rébellion s'oppose au gangstérisme, au brigandage. Et ce n'est pas ce que nous avons été. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 18 ans après, vous êtes encore en train de ruminer, oui, la rébellion, la Côte d'Ivoire a fait la rébellion. Le Japon a eu 2 bombes atomiques. Donc, si c'est ça, les Japonais allaient dire, bon, nous, on a eu 2 bombes atomiques, on ne va plus se réconcilier, vraiment, on ne va plus travailler, parce qu'on nous a tués. Les grandes nations savent se relever, savent dépasser les haines, la guerre. L'Allemagne a été défaite, non, à la Deuxième Guerre mondiale. N'a-t-elle pas été défaite? Mais l'Allemagne en Europe est la première puissance économique. Donc si la Côte d'Ivoire veut, après la guerre que nous avons... D'ailleurs, quelle guerre avons-nous connue en Côte d'Ivoire? La guerre n'a pas duré plus d'une semaine, en 2002. Il y a eu, à la limite, 3, 4, 5 jours de combat avant que la munition vienne en Côte d'Ivoire pour geler les fronts. Ne mentez pas aux gens. Dites la vérité. Donc, alors tous les matins, Guillaume Soro, il faut qu'il demande pardon à tous les Ivoiriens. Je l'ai fait sans vous attendre, vous. C'est pas vous. Et puis, ce n'est pas à cause de vous que je demande pardon aux Ivoiriens. Ma conscience, Dieu et le peuple de Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à demander pardon là. En 2007, Gbagbo était président. Je dis allez reprendre mon discours. Mais on ne va pas rester tous les jours à pleurnicher. Oui, bon, vraiment, il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Vraiment, ou donc on va mourir. Donc, comme il y a eu rébellion, qu'on ne se réconcilie pas, donc qu'on reprenne la guerre alors. Une meilleure guerre. C'est ce que vous voulez? J'ai dit le Japon a eu 2 bombes atomiques. Ils sont peut-être aujourd'hui, ils étaient à la 3e puissance économique, 2e puissance économique, peut-être ils sont à la 4e place, je n'en sais rien. Donc arrêtez de ruminer, de récriminer. Il faut maintenant que la Côte d'Ivoire se positionne pour l'avenir. Et l'avenir, c'est dans la paix que nous devons construire, la démocratie que nous devons mettre en place et l'état de droit. Merci à vous, Monsieur Soro. On va sortir très rapidement avec une question d'une téléspectatrice. Elle a beaucoup insisté. C'est vrai que cet entretien a déjà largement dépassé le temps qui avait été accordé. Mais permettez que nous puissions donner la parole à cette dame pour qu'elle vous pose sa question et ce sera à la fin. Merci. Madame Yao, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Madame Yao, bonsoir et bienvenue. Ivoirienne pure dure de la Côte d'Ivoire. Alors moi, tout d'abord, dans un premier temps, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je vais commencer par là. Parce qu'il y a certains de vos amis ou bien vos proches qui disent comme ça que oui, et que surtout Luc Michel, qui dit comme ça que oui, que c'est quand vous avez commencé à l'Assemblée en 2016 ou en 2015, quand vous avez commencé par dire à Ouattara d'aller à la réconciliation, de faire libérer tous les prisonniers politiques, de faire revenir tous ceux qui sont en exil, c'est en ce moment-là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Mais moi, je me dis que c'est faux, ce n'est pas vrai. Et vos soucis ont commencé quand il y a eu la mutinerie là, les hommes à qui vous avez donné des armes pour tuer vos frères ivoiriens, quand ceux-là, parce que vous leur avez promis de l'argent, et quand ils n'ont pas eu gain de cause, et c'est en ce moment-là qu'ils se sont mutinés, ils se sont, comment on appelle ça, ils ont commencé à manifester, et c'est là, on leur a montré les caches d'armes chez M. Soul Toussoul, et c'est ainsi qu'ils sont allés prendre les armes qui étaient cachées, vos armes que vous avez cachées chez M. Soul Toussoul pour venir tuer les Ivoiriens là. Quand vos mutins là sont allés prendre ces armes là, c'est en ce moment là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Surtout quand ils ont arrêté Soul Toussoul, c'est après la découverte des armes là que vos mutins ont utilisé pour faire face comment on appelle ça, à l'armée républicaine de Ouattara. C'est en ce moment là que Soul Toussoul a été arrêté, jeté en prison, et c'est à partir de là que vos vrais problèmes ont commencé avec Ouattara. C'est en ce moment-là, à partir de là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Il faut libérer tous les prisonniers politiques parce que votre ami Soul Toussoul avait été jeté en prison. C'est en ce moment-là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Sinon, c'est pas parce que vous êtes levé un matin et vous êtes venu dire à Ouattara de libérer les gens, et c'est là que Ouattara... Non, c'est faux, monsieur Soro Guillaume. Ça a commencé quand Soul Toussoul a été arrêté. C'est là que vos problèmes ont commencé et ils vous ont retiré le tabouret. Et puis c'est là, maintenant, vous êtes mis dans la peau d'un opposant. Et puis maintenant, vous faites le tour des médias français où vous avez passé tout votre temps à diaboliser le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être opposant, des bouts de lèvres, vous demandez un pardon qui n'est pas sincère parce que vous voulez être candidat. Donc vous demandez aux victimes comment on appelle ça, les orphelins, les orphelines, les veuves, les veufs que vous avez laissés à cause de votre sale guerre. Vous demandez à ce que ceux-là maintenant soit avec vous pour que vous soyez le président pour les gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je m'arrête là, Afrique Média, et chose... Merci à vous. Oui, Madame Yao, merci à vous. Monsieur Soro, la question n'est peut-être pas très précise, vous allez peut-être juste réagir et nous sortirons. Elle a un problème de mémoire, il faut lui rafraîchir la mémoire. Parce que je vois bien que elle a tenu à être gratuitement impolie, ce qui, bon, évidemment, quand vous voulez poser, parce qu'elle n'a pas posé de questions là, elle a juste fait de la diatribe, elle a donné dans une forme de propagande pour essayer donc de donner droit à ses propres tribulations. Mais je vais lui répondre.